Bonsoir à tous, il est 22 h. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition dont voici les principaux faits. Après avoir quitté la capitale aujourd'hui en début d'après-midi, le président de la République est arrivé donc à Sotchi pour prendre part au premier sommet Russie-Afrique. Et dans la même journée, le chef de l'État a reçu une délégation conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine. Et en Syrie, la trêve négociée entre Ankara et Washington expire ce soir. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui avait quitté donc aujourd'hui, en début d'après-midi, le pays, est arrivé donc à Sotchi, la ville russe, où il prendra part du 23 au 24 octobre aux travaux du premier sommet Russie-Afrique. Ce sommet Russie-Afrique s'inscrit donc à l'objectif principal de disposer à l'initiative d'un processus de plus grand échange entre les deux parties. C'est pourquoi les réunions au sommet de ce forum serviront essentiellement de cadre à l'adoption d'accords généraux de coopération entre les deux ordres. À noter que l'économie et le commerce, l'éducation et la santé, la recherche et la formation professionnelle sont d'ores et déjà répertoriés comme des secteurs susceptibles de donner lieu à des partenariats fructueux entre la Russie et l'Afrique. Signe d'une volonté manifeste d'étendre les partenariats à tous les secteurs, y compris le privé, ce premier sommet Russie-Afrique est adjoint d'un forum économique. Ce dernier aura essentiellement pour mission de mettre en relation les communautés d'affaires des deux parties qui auront ainsi toute latitude de s'informer mutuellement sur les opportunités d'investissement de leur région et pays respectifs. Sous l'égide de son premier magistrat, le président de la République Ismaël Omar Guelleh, la République de Djibouti concourra à un rang élevé aux travaux de ce sommet Russie-Afrique, cela en raison de sa culture, de sa longue expérience en matière de partenariat gagnant-gagnant avec de grandes puissances. En marge des travaux de ce sommet Russie-Afrique, le président de la République s'entretiendra avec les principales autorités politiques du pays hôte, notamment avec le président Vladimir Poutine. Comme à chacun de ses déplacements à l'étranger, le président Guelleh mettra également à profit son séjour à Sotchi pour s'entretenir avec les représentants du secteur privé russe. Dans ce volet de son programme de travail, il s'évertuera à faire l'apologie de notre pays en tant que place de choix pour les investissements étrangers et plaidera en ce sens l'emplacement géographique de premier plan de Djibouti, nos infrastructures high-tech de développement et les nombreuses réformes en vigueur chez nous et relatives notamment à l'attraction des investissements étrangers. Une importante délégation comprenant entre autres le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Mahmoud Ali Youssouf, le ministre de l'économie et des finances Ilyas Moussa Dawalé, le ministre de l'équipement et des transports Moussa Mohamed Ahmed accompagne le président de la République dans le cadre de ses déplacements à Sotchi en Russie. À noter également la présence au sein de la délégation conduite par le chef de l'État, donc du gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, Ahmed Ousmane, du président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, et du président de la Chambre de commerce international de commerce et d'industrie de Djibouti, Youssouf Moussa Dawalé, à la tête d'une importante représentation du secteur privé djiboutien. J-1 donc avant l'ouverture du premier sommet Russie-Afrique et les délégations africaines continuent d'affluer des quatre coins du continent pour participer à cette rencontre, la première de ce niveau dans l'histoire des relations russo-africaines. En prélude à la tenue de ce sommet dont les travaux seront co-présidés par le chef de l'État russe Vladimir Poutine et son homologue égyptien, président en exercice de l'Union africaine Abdel Fattah al-Sisi, un forum économique russo-africain est également prévu dans le parc des sciences et des technologies Sirius de Sotchi. Parallèlement à ce forum qui réunira des hauts responsables russes et africains et des représentants du monde des affaires, une importante exposition sera aussi organisée dans cette célèbre ville balnéaire russe située au bord de la mer Noire. Notre correspondante à Sotchi, Hidaya Mohamed, nous fait le point. Ici à Sotchi, une ville subtropicale de la Russie située sur la côte nord-est de la mer Noire à 1620 km de Moscou. La ville est une importante plaque tournante des transports ainsi qu'un grand centre économique et culturel. Mercredi 23 et jeudi 24 octobre 2019, Sotchi accueillera les tout premiers sommets Russie-Afrique auquel participera le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui sera à la tête d'une importante délégation djiboutienne. La ville abritera également un forum économique réunissant les principaux dirigeants africains et russes, ainsi que des représentants des grandes entreprises. Des accords commerciaux, économiques et d'investissement devraient être signés.
Le forum se penchera sur les domaines clés de la coopération entre la Russie et les pays africains. Les discussions s'articulent autour des 3 piliers thématiques: forger des liens économiques, créer des projets communs et collaborer dans le secteur humanitaire et social. Les sommets devraient approfondir les relations amicales entre la Fédération de Russie et les pays du continent africain au niveau bilatéral et multilatéral, forger une collaboration plus étroite sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, élever les dialogues stratégiques entre la Russie et les pays africains à un niveau qualitativement supérieur et contribuer à la paix, la sécurité et le développement durable sur les continents africains. Hidaya Mohamed, RTD, Sochi. Et notre équipe à Sochi a également eu l'occasion d'interviewer notre ambassadeur à Moscou, Dr Mohamed Ali Kamil, sur le programme du président de la République et sur le déroulement de ce sommet, le premier du genre en général. Vous êtes ici à Sochi, où va se passer un grand événement le 23 et le 24 octobre. C'est le sommet russe-Afrique. C'est un grand événement parce que c'est vrai que il y a eu peut-être une petite période de ralentissement entre les relations donc Russie-Afrique, mais toujours est-il qu'aujourd'hui il y a une grande détermination de la partie russe pour revenir avec détermination en Afrique. Et ce retour est incarné, il faut le dire, souligné, par le président Poutine, qui estime que vraiment que la Russie a beaucoup de choses à offrir aux pays du continent africain dans le domaine de la coopération. Donc c'est un grand événement. Pour cet événement, donc, il y a presque toute l'Afrique, enfin, totalité de l'Afrique qui va participer à ce sommet. Et je peux vous dire que notre pays est vraiment donc, représenté au plus haut niveau, parce que le président de la République lui-même, il est à la tête d'une importante délégation donc, à Sochi. Donc, nous attendons incessamment l'arrivée du président de la République. Ça sera vraiment c'est un grand plaisir pour, pour la partie russe que Djibouti participe à un niveau le plus élevé. Donc la délégation officielle de la République de Djibouti est composée de plus de 50 personnes. À l'époque, l'Union soviétique fait partie des pays qui ont reconnu au lendemain de notre indépendance, et depuis lors, nos relations vont bon train. Donc l'année dernière, nous avons fêté le 40e anniversaire de nos relations diplomatiques. Donc dans la coopération que nous avons, concerne plutôt l'éducation, parce que les bourses d'études, c'est vrai que c'est le soft power des relations de la Russie avec les pays africains, parce que au lendemain, depuis les indépendances des États africains, la Russie a fortement participé d'abord à la libération du continent africain, et après ils ont assuré vraiment aussi la relève en formant des cadres. Plus de, en Union soviétique, plus de 50 000 hauts cadres ont été formés pendant cette période. Élaborer des projets bilatéraux ou bien des projets régionaux qui peuvent éventuellement donc être bénéfiques, et surtout c'est dans le domaine énergétique, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine comment dirais-je, dans d'autres domaines, donc dans le domaine donc aussi etc. Donc nous attendons beaucoup de choses de ce sommet, et
comme nous avons déjà avec la Russie, nos relations sont bonnes. Nous avons beaucoup de boursiers, beaucoup de cadres qui ont été formés dans ces pays. Actuellement, nous continuons dans ce domaine, dans ce domaine de l'éducation. Nous avons des boursiers, nous avons d'autres domaines qui vont être explorés. Et je crois que ça sera l'occasion, la visite de notre président, ça sera l'occasion de booster nos relations avec la Russie. Et je suis persuadé. Et avant son déplacement pour Sotchi en Russie, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel une délégation du système des Nations Unies avec à sa tête la secrétaire générale adjointe Amina Mohamed, accompagnée de la représentante de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, Mme Bineta Diop, et une dizaine d'autres personnalités. Au terme de cette rencontre, il a été question de renforcer les opportunités de coopération entre la République de Djibouti avec les Nations Unies, mais aussi avec l'Union africaine dans la promotion de la femme, la paix et la sécurité dans la région dans le cadre de la résolution 1325. Cette résolution qui a pour principal objectif d'associer les femmes au processus de développement, mais aussi à ce que les femmes soient au cœur de l'action politique. Outre la délégation, le chef de la diplomatie, Mahmoud Ali Youssouf, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumin Ahmed Hassan, le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdullahi Waïs, et la représentante du système des Nations Unies à Djibouti, Barbara Mandi, ont pris part à cette rencontre. Et à l'issue de sa rencontre avec le président de la République, la représentante de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, Bineta Diop, s'est exprimée au micro de la presse. Elle a indiqué, je cite, « Nous sommes venus ici pour une mission de solidarité conjointe avec l'ONU et l'Union africaine. Cette rencontre avec le président de la République nous a permis de trouver les voies et moyens d'améliorer l'opérationnalisation de la résolution 1325, de voir les femmes au centre des préoccupations, mais aussi accroître leurs possibilités. Nous tenons à féliciter Djibouti pour les nombreuses avancées réalisées dans le domaine de l'autonomisation des femmes. Nous l'avons félicité pour les nombreuses politiques mises en avant en faveur des femmes, mais nous avons également demandé une plus grande participation à la vie politique, une plus grande participation au maintien de la paix, les femmes participant à la médiation, mais également à la paix pour le pays, également pour la région. » Fin de citation. Et de son côté, le chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, est revenu sur les différents points qui ont été abordés durant cette rencontre. Visite aujourd'hui Djibouti à la tête d'une très forte délégation composée de l'Union africaine, de Madame la commissaire chargée des affaires politiques, Madame la directrice exécutive femme des Nations Unies. C'est vraiment une très forte délégation qui a pour objectif de pouvoir essayer d'apporter aussi bien leur expertise, leurs conseils et également de s'imprégner de ce que Djibouti fait d'abord pour l'égalité des femmes, pour la lutte contre la violence faite aux femmes, voir un petit peu la parité sur le terrain à Djibouti, comment elle peut être consolidée. Je crois que ces échanges ont été très fructueux avec le chef de l'État qui a également brossé un tableau assez large sur les questions régionales qui ont certainement un impact sur les femmes, que ce soit dans les zones de conflit, que même en matière d'intégration et de développement économique. Et il faut rappeler également que Madame la ministre chargée de la femme a exposé tous les programmes aujourd'hui qui sont mis en place et la législation la plus récente qu'elle a fait passer au Conseil des ministres, qui est celle de l'égalité entre femmes et hommes dans toutes les, je dirais, sphères de l'administration, du privé, etc. C'est une loi qui devra être maintenant actée et respectée par toutes les parties prenantes dans ce pays. Elle a également exposé sur le cadre juridique qui a été passé sur la violence faite aux femmes et comment lutter contre la violence faite aux femmes. Je crois qu'il y a une convergence de vues, que le rôle de la femme, et le président de la République l'a souligné, un pays ne peut se développer sans un rôle actif des femmes dans toutes les sphères de la vie économique, politique et sociale. Un pays ne peut pas laisser la moitié de sa population en marge et dire, voilà, on a des programmes de développement, on avance, etc., etc. Je crois que c'est cette synergie et cet esprit qui a prévalu dans ces discussions entre le chef de l'État et Madame la secrétaire générale adjointe, je le répète, qui est l'une des plus hautes personnalités des Nations Unies, et nous la remercions pour sa visite à Djibouti, ainsi que toutes les femmes de qualité qui l'accompagnent et qui sont de très hautes responsables, aussi bien à l'Union africaine qu'à New York.
Également dans l'actualité, le Japon a organisé ce matin au Seiden State Hall de Tokyo une grande cérémonie pour l'accession au trône de l'empereur Naruhito qui succède ainsi officiellement à son père Akihito qui avait abdiqué en sa faveur de son vivant. Une cérémonie d'intronisation organisée minutieusement dans un style traditionnel certes, mais conforme à la modernité et aux nouvelles ères qui débutent avec le nouvel empereur Naruhito. C'est en présence de 2000 invités, parmi lesquels des chefs d'État, des dignitaires et des têtes couronnées représentant 180 pays que l'empereur Naruhito du Japon a solennellement proclamé son intronisation au cours d'une somptueuse cérémonie au palais impérial de Tokyo. Ayant hérité précédemment du trône en vertu de la Constitution et de la loi sur la maison impériale, à l'adresse du pays et du monde, je proclame mon intronisation, a déclaré Naruhito aux côtés de l'impératrice Masako, tous deux vêtus de tenues traditionnelles réservées pour ce rituel unique. Le peuple japonais était dans l'attente de cet événement qui s'est déroulé sous une fine pluie à Tokyo avec la participation du gouvernement japonais dont le Premier ministre Shinzo Abe et les officiels japonais venus en masse ainsi qu'une forte participation populaire. La République de Djibouti était représentée par son Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed à cette cérémonie exceptionnelle d'intronisation du nouvel empereur du Japon accompagné de l'ambassadeur de Djibouti à Tokyo Ahmed Alaïta. Abdelkader Kamel Mohamed s'est réjoui de cette invitation qui traduit l'excellence des relations et la grande amitié qui lie Djibouti au Japon. À cet égard, il a rappelé le message du président de la République dans lequel il réitère sa détermination à œuvrer au renforcement de la coopération entre les deux pays. Naruhito, 59 ans, est devenu le 126e souverain du Japon le 1er mai dernier au lendemain de l'abdication de son père Akihito pour des raisons de santé. Avec l'avènement du nouvel empereur, le Japon entre dans une nouvelle ère d'harmonie, de progrès et de prospérité pour le peuple japonais. En nouvelle nationale, à présent, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a parrainé aujourd'hui une cérémonie de remise de manuels scolaires de deuxième année traduits en braille et destinés aux élèves du service des enfants à besoins spéciaux. Le ministre a été accueilli par le chef de service des enfants à besoins spéciaux, Idriss Moumine, et de la présidente du Lions Club de Djibouti, Mme Hasna Barkhat Daoud, ainsi que des hauts responsables du MENFOP et du Lions Club. Et le ministre Moustapha Mohamed Mahmoud a procédé à la remise officielle des manuels scolaires de deuxième année au chef de service des enfants à besoins spéciaux. Et ce dernier a exprimé ses sincères remerciements à l'endroit du ministre de l'Éducation nationale pour son engagement en faveur des enfants souffrant d'handicap. Il a rendu hommage également au Lions Club de Djibouti et à sa présidente pour le soutien sans faille au service des enfants à besoins spéciaux. Un hommage et des remerciements qui ont touché la présidente du Lions Club de Djibouti, Hasna Barkhat Daoud, qui s'est dit fière de pouvoir apporter une assistance aux enfants qui souffrent d'handicap. Et après les interventions officielles, un enfant malvoyant a effectué une démonstration de lecture sur le livre des aveugles devant le ministre et l'ensemble des officiels. Et puis le ministre et sa suite ont effectué une tournée dans les salles des classes. De l'éducation nationale, de la mise en œuvre de la politique du président de la République qui, comme vous le savez, ne ménage pas ses efforts pour pouvoir améliorer la condition de tous les citoyens, y compris les citoyens ayant des besoins spéciaux. Et nous sommes là en tant que membres de la société civile pour apporter notre pierre à l'édifice de la construction et l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Et dans son intervention, le ministre de l'Éducation nationale a réaffirmé son engagement pour une école inclusive où tous les enfants doivent bénéficier d'un enseignement de qualité. Il a exprimé ses sincères remerciements au Lions Club de Djibouti qui a apporté son soutien dans l'édition des manuels en braille. Un grand plaisir de participer à ce genre de réunion ou de cérémonie. Puisqu'à chaque fois que je viens ici, c'est avec beaucoup quand même de passion et surtout beaucoup c'est comme si encore il ne suffisait pas ce que nous sommes en train de faire, parce que les défis sont énormes, parce que les difficultés sont encore là. Pour traduire de manuels classiques en braille, qui est fait déjà
par les enseignants de cette école qui le font tous les soirs. Non seulement ils préparent le cours de demain, mais en même temps, ils font le cours le matin. Donc vraiment, c'est des gens, machallah, et je me permets vraiment de les féliciter ici en votre présence, madame et monsieur les membres de Lions Club. Les enseignants, et bien sûr, qui ne ménagent pas vraiment leurs efforts pour vraiment... avec le peu de moyens qu'ils disposent, quand même d'assurer, de dispenser bien sûr une formation de qualité. Et nous ne pouvons que, bien sûr, le minimum que nous pouvons faire, c'est bien sûr être présents à leur côté. Et nous avons bien sûr toute une stratégie qui est planifiée dans notre transformation de l'école djiboutienne dans les 5 ans à venir. Il y a des obstacles, il y a des difficultés, mais bien sûr, nous nous sommes projetés pour, Inch'Allah, dans les 5 ans à venir pour faire en sorte que l'enfant djiboutien, qui soit au fin fond de la campagne, ou qu'il présente un handicap, mais qu'il puisse bien sûr d'avoir une éducation, bien sûr, qualité et inclusive, bien sûr. Donc encore une fois, je voulais vraiment vous remercier, remercier les membres de Madame la Présidente et bien sûr les membres de l'Alliance Club pour ce geste. Hier, après les officiels qui ont lancé ces travaux de la Conférence nationale sur la population et le développement au Palais du Peuple, place aux discussions des panélistes qui ont échangé autour des thématiques comme les objectifs du programme d'action de la Conférence internationale population-développement et l'après 2019, mais aussi une autre thématique, notamment la recherche de financement et la mobilisation de ressources, mais aussi des partenariats des experts internationaux comme François Farah, Edna Ismail, Michel Poulain et des experts nationaux ont échangé leurs connaissances, à parler des expériences réussies en matière de population et développement et partager des solutions novatrices. Les intervenants se sont tous orientés dans leur dire et qu'il était important de faire le point des avancées significatives et d'avoir un regard sur les tâches inachevées pour le bien-être des populations, de voir à l'évidence le chemin parcouru en termes de résultats. Ainsi, les résultats de ces travaux de recherche vont permettre à la République de Djibouti d'accélérer les progrès vers l'atteinte des objectifs de la Conférence internationale population-développement de 1994, ainsi que ceux de l'agenda des Nations Unies à l'horizon 2030. Dans le cadre de la tournée de prise de contact avec la population et des notables des localités rurales, le préfet d'Arta, Mohamed Cheikh Hassan, accompagné d'une importante délégation, s'est déplacé dans la localité de Karta. Et à son arrivée donc à Karta, une foule en liesse a accueilli chaleureusement le préfet et la délégation qui l'accompagnait. Également, donc, une foule en liesse, un bain de foule. Le préfet a débuté sa tournée par une visite des classes de cours de cette école avant de se rendre au poste de santé pour constater l'état des lieux et des moyens matériels disponibles dans ce centre de soins. Le préfet Chero a eu une rencontre également avec les notables, les femmes et les jeunes de cette localité pour recueillir leurs doléances. Et à tour de rôle, les Oka, les notables ainsi que les femmes de cette localité ont souhaité la bienvenue et plein de succès dans ces nouvelles fonctions donc, pour le préfet Chero, le préfet qui a vivement donc remercié pour l'accueil chaleureux, la population et a réservé donc, et tout en leur promettant de transmettre leurs doléances au département concerné. Une cérémonie également dans la région d'Arta de kit solaire a eu lieu au conseil régional d'Arta. Cette cérémonie qui a été présidée par le président du conseil régional d'Arta, El Mebouh, en présence du président de l'association ABA, donc, qui a remis ces kits solaires, Abdelkarim Mohamed Ousmane. Ces kits ont été remis à 24 ménages de la ville d'Arta. Le coût de financement de ces 24 panneaux solaires est de 5 500 000 francs djibouti. Seconde phase concernera le village de Wea avec 10 ménages et enfin la localité de Omar Djaga pour 10 ménages également. Dans le cadre de sa tournée régionale dans les localités de prise de contact, le préfet de la région de Diki, Ladandrar, a entamé sa tournée après Galafi dans les localités de Halle 1 et 2. Au cours de cette visite, le préfet de la région de l'unité et sa délégation se sont entretenus avec les chefs coutumiers des différentes localités sur les lacunes et difficultés persistantes dans ces zones, notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire, de l'eau, de l'élevage, de la santé, de l'éducation. Le préfet de la région a, dans son intervention, appelé les chefs coutumiers à consolider la paix et la sécurité et à assurer de soumettre leurs doléances au gouvernement pour y remédier dans la mesure donc, du possible dans le court et long terme. Et les chefs coutumiers ont de leur côté félicité le nouveau préfet pour sa nomination à la tête de la région de l'unité. Ils lui ont souhaité réussite et succès dans ses nouvelles fonctions.
Direction Ali Sabié à présent suite aux élections du président du syndicat régional des bus d'Ali Sabié qui se sont déroulées vendredi dernier et Mahdi Ali Warsama qui a été élu. Donc une cérémonie de remise de récépissé s'est déroulée dans le bureau du préfet de la région d'Ali Sabié. Cet événement qui a été présidé par le préfet Moussa Adan Migane a vu la participation du comité d'administration syndicale et également du nouveau président du syndicat régional d'Ali Sabié, Mahdi Ali Warsama. Le préfet a remis au président élu le récépissé de reconnaissance, rappelant que 2 candidats étaient en lice pour les élections de la présidente du syndicat des bus de la région d'Ali Sabié. Il s'agissait de Mahdi Ali Warsama et Mustafa Diriye. Mahdi Ali donc a été élu au poste de président pour un mandat de 2 ans. Il a obtenu 74 voix sur les 123 votants. Et dans le cadre de la concrétisation de la politique du gouvernement en matière de santé de proximité, le ministère de la Santé effectue des sorties en équipe mobile pour prodiguer des soins de santé à la population rurale sur tout le territoire national et surtout dans les zones les plus enclavées. C'est dans cette optique que l'équipe mobile du centre médico-hospitalier de Tadjoura, conduite par le médecin-chef de la région sanitaire, Dr Hassan Mohamed, a effectué une sortie de 3 jours du 13 au 16 octobre dans la sous-préfecture de Dora, située à une centaine de kilomètres au nord du chef-lieu. Ainsi, plus de 530 personnes habitant ces localités, notamment Andaba, Madgoul et Anakir, ont pu ainsi bénéficier des soins divers. En effet, l'équipe mobile est une unité de soins à part entière constituée d'un médecin, d'une sage-femme, d'un infirmier, d'un agent nutritionniste et d'un agent de vaccination. Parallèlement, une distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides a été effectuée. Le docteur Hassan s'est dit être satisfait de cette politique dont les résultats sont très positifs, surtout dans le cadre de la couverture vaccinale et de la lutte contre la malnutrition. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé hier soir qu'il renonçait à tenter de former un gouvernement, laissant la voie libre à son rival centriste Benny Gantz. Le président Rivlin a indiqué peu après dans un communiqué de ses services qu'il avait l'intention de mandater désormais Benny Gantz, chef du parti bleu-blanc, pour tenter à son tour de former un gouvernement. Toutes les factions de la Knesset vont être informées que le président a l'intention de transférer le mandat pour former le gouvernement dès que possible au président de Bleu-Blanc, le député Benny Gantz, selon le communiqué qu'il a précisé que ce transfert aurait lieu jeudi prochain. Benny Gantz, un ancien chef de l'armée, disposera aussi de 28 jours pour remplir à bien cette tâche qui s'annonce d'ores et déjà difficile. Le président Rivlin avait mandaté Benjamin Netanyahu qui cherche à prolonger son règne déjà le plus lent de l'histoire d'Israël pour tenter de rallier Benny Gantz dans un gouvernement d'union, mais les pourparlers n'ont pas abouti. Au Liban, les annonces du gouvernement ne calment pas la colère de la rue. Au Liban, le Premier ministre Saad Hariri a annoncé hier toute une série de mesures destinées à calmer la colère qui gronde depuis plusieurs jours. Mesures fiscales avec des gels d'impôts pour les ménages, mesures budgétaires avec des privatisations dans le secteur des infrastructures, mesures symboliques aussi comme la baisse des salaires pour tous les ministres et anciens ministres, également pour les députés. Elle a pris d'ampleur, se nourrissant d'un sentiment de ras-le-bol face à une classe politique jugée incompétente et corrompue. Une grande partie du pays est paralysée en raison de ces manifestations. Et c'était dans les titres en Syrie, la trêve négociée entre Ankara et Washington expire ce soir. Un convoi d'une centaine de véhicules a traversé la frontière au nord-est de la Syrie hier à la faveur de la trêve négociée par Ankara et Washington. Des sources militaires turques indiquent que le cessez-le-feu doit expirer ce soir. Recep Tayyip Erdogan a suspendu jeudi l'offensive qu'il a lancée sur le nord de la Syrie pour permettre aux combattants kurdes de quitter leur position. La Turquie veut mettre en place à l'intérieur du territoire syrien une zone de sécurité d'une trentaine de kilomètres de profondeur et longue de 120 km. Hormis plusieurs explosions et des coups de feu isolés le long de la frontière, la trêve a jusqu'ici été globalement respectée et selon les Turcs, au moins 125 blindés kurdes se seraient retirés de la zone. Les combattants kurdes se sont pour partie retirés plus à l'est dans la ville frontalière de Koban où des soldats syriens ont aussi pris position dans l'attente de la fin de la trêve et de ce que la Turquie décidera d'ici là. Le président turc devait s'envoler aujourd'hui à Sotchi pour des entretiens avec son homologue russe Vladimir Poutine. C'est la fin de cette édition et merci pour votre très aimable fidélité.